La matinale de l'ENS. Suite avec Anne de Malray de notre entretien concernant la revue Billboard, dont le 11e numéro paraît dans la soirée de lancement qui aura lieu le 6 décembre au musée à 19h30. Oui, alors tout à l'heure on était en studio et on a parlé énormément du rapport que la revue entretient avec l'art. On a parlé aussi du rapport qu'elle entretient avec la politique et on a moins précisé, bien qu'on l'ait évoqué, le fait que la revue est véritablement transdisciplinaire et qu'elle donne la parole à des anthropologues, à des sociologues. Oui, en fait, le projet de la revue, c'est d'essayer, si je dois ramasser vraiment le projet en quelques mots, j'ai utilisé l'expression de redévelopper une sensibilité informée au vivant et à la nature. Et en fait, derrière ça, il y a deux enjeux, c'est de tenir ensemble la dimension sensible de notre relation à la nature, parce que cette revue, elle est quand même adressée accessible à un public plutôt urbain qui, en fait, a peu de fréquentation avec la nature. Et du coup, l'idée, c'est d'une part de se rendre à nouveau sensible, et ça, on l'a développé tout à l'heure, mais aussi que, il me semble que la sensibilité, c'est pas juste une affaire d'esthétique, c'est aussi une affaire de connaissance, en fait. Et que on est plus attaché à ce qu'on connaît, et quand on ne connaît pas les choses, en fait, on a du mal à développer des relations avec elles, comme entre les humains, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un double enjeu, celui de faire une belle revue qui fait intervenir des artistes, mais aussi une revue où, en fait, on renoue avec des connaissances naturalistes sur la nature. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais travailler des gens qui viennent des sciences du vivant, donc des écologues, des biologistes, mais aussi des praticiens, donc des gestionnaires en fait de l'environnement, des forestiers, des agriculteurs, des chasseurs, et puis des gens qui viennent plus des sciences humaines, donc anthropologie, philosophie. Et là, en fait, j'ai choisi un courant de pensée qui s'inscrit dans la ligne de gens comme Philippe Descola, Bruno Latour, Isabelle Stengers, pour en citer que quelques-uns, et qui fait tout un travail en fait un travail critique en fait des grands concepts structurants de la modernité, donc du concept de nature comme étant un concept unifié d'où l'homme serait extrait, qui serait en opposition au concept de culture, ce qui relèverait des activités des humains, et essayer de déconstruire ces catégories, de les faire éclater, ce qui correspond par ailleurs à ce qu'on constate en fait aujourd'hui, parce que la nature ne se comporte plus comme elle est décrite par les sciences telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que les forêts se mettent à penser, les animaux, on leur découvre des formes de vie intelligentes qu'on n'avait absolument pas soupçonnées, et en plus qu'on ne peut plus rapporter strictement aux nôtres, puisqu'elles ont leur spécificité propre. Et donc, en fait, la nature est réinvestie de regards et de formes, en fait, d'enquête qui font complètement éclater toutes ces catégories. Et je trouve ça intéressant de faire la place à ces pensées-là dans la revue, en association avec justement des travaux d'artistes et des représentations plus classiques aussi de notre rapport à la nature, avec par exemple des gravures extraites de traités de chasse anciens, et faire en quelque sorte une histoire de l'évolution de nos représentations de la nature à travers chaque numéro. Parce que cette idée là que la pensée, que les forêts pensent, ça c'est dans un entretien que vous avez réalisé avec Edouard Ocon, entretien extrêmement stimulant sur les runas dans la forêt amazonienne. Alors livre apparemment compliqué, mais entretien intéressant à lire dans le numéro 10 sur la piste de l'animal. Sur cette idée effectivement de choisir ces scientifiques selon une idée, Frédéric Ectoiti essaye de définir dans le numéro 7 sur le climat la controverse. Est-ce qu'elle existe encore et pourquoi ne pas avoir donné à cette controverse une place dans le choix extrêmement précis d'une ligne éditoriale très définie sur ces figures que vous évoquez? Alors c'est intéressant parce que je dirais au contraire que la controverse,
c'est à partir des controverses qu'on pense la question écologique, que ce soit dans la revue, mais que ce soit aussi au musée. Et justement, c'est ce qui en fait peut-être un espace singulier que ce musée de la chasse et de la nature, parce que depuis cet endroit, on ne peut pas considérer que l'écologie met tout le monde d'accord, que c'est encore une fois un concept unifié qui permettrait de se mettre en rang tous ensemble pour agir. Et au contraire, dès qu'on s'intéresse de près en fait à ce que c'est l'écologie, c'est-à-dire une manière d'habiter des territoires, une manière d'utiliser en fait les ressources sur ces territoires et d'être en relation avec les êtres qui l'habitent, humains mais aussi non humains, on voit qu'en fait c'est un tissu de controverse, si on peut dire. Et du coup, la controverse, c'est au cœur justement du projet de la revue, et c'est effectivement, à mon avis, le terme qui définit le mieux la crise écologique. C'est-à-dire c'est un ensemble de controverses à partir desquelles on doit repenser nos relations à la nature. Et c'est pour ça que le musée de la chasse et de la nature, qui en fait tient dans son titre même une sorte de paradoxe aujourd'hui. C'était peut-être moins le cas dans les années 60, précisément en 1968, quand le musée a ouvert, 67, pardon, quand le musée a ouvert ses portes. Il y avait moins de contradictions apparentes entre la pratique de la chasse et une pratique naturaliste, voire une pratique même de défense de l'environnement. Aujourd'hui, c'est loin d'être évident d'associer ces deux termes. Et je pense que ça fait du musée un endroit où en fait les visiteurs sont confrontés à une sorte de choc entre des représentations de la nature qui paraissent complètement antithétiques et qui permet de faire réémerger en fait justement cette dimension controversée qui peut être lissée par les discours ambiants sur le développement durable, sur la crise écologique, sur même la catastrophe, avec cette injonction de il faut sauver la planète, mais quand on dit planète, on ne sait pas exactement de quoi on parle, de la même façon que quand on dit nature, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Pourtant, cette idée de chasse, on retrouve un peu dans cette revue, cette idée que la chasse est en accord avec la nature, qu'elle apporte la connaissance à traquer, et même dans le musée même, on est amené à repérer les traces dans ces tiroirs, de chercher le loup dans les lunettes. Il y a quand même ce retour à la chasse que vous disiez disparaît. Oui, en fait, je pense que le parti pris, c'est de considérer que la chasse n'est pas problématique en soi. Et d'ailleurs, il n'y a aucune prise de position dans la revue comme dans le musée sur qu'est-ce qui serait bon ou qu'est-ce qui serait mauvais. En fait, on n'a pas une approche morale de la question, mais je dirais plutôt une approche pragmatique et de voir qu'est-ce qui constitue en fait nos relations à la nature. Et il y a des relations d'exploitation, il y a des relations esthétiques, il y a des relations de ne pas y toucher, mais que c'est la composition entre toutes ces formes de relations qui fait ce qui est ce qui est l'écologie en fait. Et là-dedans, la chasse, en fait, c'est c'est toute une partie constituante de notre histoire des relations à la nature qui a produit des formes de savoir synégétiques, c'est-à-dire qui relèvent de la chasse, qui en fait sont extrêmement précieux aujourd'hui pour comprendre, encore une fois, je reviens à cette idée de sensibilité informée en fait, pour savoir avec qui on cohabite. Et du coup, le pistage, par exemple, et c'est tout l'axe du numéro sur le pistage, et c'est aussi très présent dans le musée à travers ces petits cabinets naturalistes où on voit des laissés, autrement dit des crottes d'animaux en tirant un tiroir. Énormément de mots. Voilà. Ça, il faut y aller, ne serait-ce que pour les gens qui ont un intérêt terminologique. Et on apprend énormément de mots. La hure aussi, je ne connaissais pas. Oui, voilà. Et en fait, ces savoirs synergétiques, ils sont tout à fait intéressants à réinvestir par rapport à des questions écologiques très, très contemporaines, en fait. Et c'est vrai que, alors c'est vrai ce que vous dites, en tout cas à la lecture, c'est ce qu'on ressent, et c'est ce qui est surprenant et intéressant. On ne retrouve pas dans Bilboes les arguments, j'ai envie de dire clichés, mais en fait ils sont devenus des clichés,
de l'écologie et de la protection de l'environnement. Alors hormis, alors peut-être l'exemplaire sur le lapin à quelques moments, mais sinon tous ces arguments qui sont développés, notamment dans Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer, voilà, on n'est pas du tout dans cette approche-là effectivement moralisatrice. C'est effectif. Ouais. Oui, oui, et je pense que c'est d'une part parce que on n'est pas le meilleur endroit pour se positionner de façon morale sur ces questions-là. Il y a un mouvement de société extrêmement puissant en fait, qui pense à la redéfinition de nos relations aux animaux et qui les pense sur le mode effectivement de la moralisation de ces relations, enfin la question de la justice, la question du droit. Il me semble que nous, depuis là où on est, ce qu'on essaie d'explorer, en fait, c'est encore une fois de façon pragmatique les formes d'habiter possibles et qui produisent, on pourrait dire, plus de vie, ce qui encore une fois est paradoxal. Mais c'est-à-dire notre problème, c'est comment on cohabite en fait avec le vivant, mais dans une perspective de cohabitation, c'est-à-dire de vivre avec et d'être en relation. C'est pas un retour à la nature comme certains le prônent, qui serait une mise sous séquestre non, pas du tout, de cette nature. Ouais. Il y a vraiment un travail de penser la nature autrement, enfin en étant dedans. D'ailleurs, Claude Dantenez, le directeur du musée, il dit qu'il pourrait y avoir un slogan parallèle pour le musée qui serait réintroduire l'homme dans la nature en fait. Et on parle beaucoup de réintroduction des espèces sauvages dans des endroits où elles ont disparu, mais on pourrait aussi parler de réintroduction de l'humain dans des endroits de la nature où il a disparu. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire une espèce de grand mouvement anthropocénique total, dire l'homme est partout, donc il faut qu'il soit partout. C'est repenser les modalités d'être dedans, évidemment. Et c'est cette ligne-là, en fait, que j'essaie d'explorer en allant chercher justement dans l'anthropologie de la nature, avec des travaux sur, on parlait des runas tout à l'heure, sur des modes de cohabitation qui viennent de cosmologie où en fait les relations aux vivants sont politiques et pour autant la mort animale est possible en fait. Mais il y a une forme de réciprocité parce que la mort humaine est aussi possible et en fait ça reconfigure absolument le statut des uns et des autres. Enfin, c'est moins tirer le statut de l'animal vers celui de l'humain au sens de notre humanisme moderne, des Lumières, mais c'est plus reconfigurer plus largement le statut des uns et des autres dans on pourrait dire une communauté biotique, pour reprendre un terme d'écologie. C'est effectivement ce que dit Descola. Je ne sais plus dans quel... c'est dans un entretien qui est publié dans ces livres jaunes, je crois que c'est Flammarion, mais je ne sais plus effectivement, il dit on est en train de dire que l'homme ne doit plus toucher à la forêt, etc., mais la construction elle-même de la forêt est due à l'homme et à la mise en jachère ou l'exploitation effectivement végétale. J'ai un trou, ce qui m'arrive souvent en fait à la fin de mes entretiens. Non, sur la question... Ouais. Pardon, oui. Non, je disais, et ça va dans le sens aussi de questionner les concepts en fait qui définissent le vivant pour nous, occidentaux modernes, et le fait qu'ils créent une forme de mise à distance, en fait. Et l'enjeu, c'est pour nous penser dedans, c'est de questionner en fait ces grands ensembles nature, culture, sauvage, et de voir effectivement que ce sont des constructions en fait, et que le fantasme en fait d'une wilderness inexplorée, inexploitée, pure, c'est en fait je dis que c'est un fantasme, mais c'est pas seulement un fantasme, c'est quand même à partir de là que beaucoup de gens pensent ce que c'est une nature préservée. Or c'est problématique à plein d'égards. Si voilà, je voulais revenir sur cet entretien avec Kohn quand même, qui raconte que pour sortir cette nature, il faut rentrer dans le monde du rêve, et qu'en fait la chasse c'est le rêve, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve en fait de manière assez diffuse dans l'ensemble de la revue. Alors bon bah forcément dans le dernier numéro sur l'animal imaginaire, mais aussi en fait dans le musée, hein, c'est rendre cette part de rêve. Est-ce que c'est parce que le rêve rouvre
la possibilité de penser différemment? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui est mis en avant dans cette idée de rêve? Bah, ce qui est intéressant, enfin là je réfléchis enfin je parle en réfléchissant, hein, mais ça me fait penser que en fait les rêves animistes, ils sont habités par, en fait, comment dire, ils sont une sorte de déclinaison du monde vécu. Et je parlais de cette société politique élargie avec le reste du vivant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des êtres avec lesquels en fait, les Runa, les chasseurs Runa ont des relations, enfin ils sont en relation. Et donc ces êtres-là habitent aussi leurs rêves. Et l'interprétation des rêves, elle sert en fait comment dire, à produire des guides pour l'action dans la relation à ces autres vivants. Et chez nous, les rêves, c'est complètement anthropocentrique, au sens où en fait il s'agit d'explorer des parties de l'être humain, notre inconscient humain. Enfin, et en ce sens-là, effectivement, c'est intéressant de réinvestir la question du rêve avec les présences animales. Et il y a dans le numéro sur l'animal imaginaire, il y a un très beau texte d'un philosophe qui s'appelle Paul Shepard. La lettre des animaux aux hommes, ouais. Ouais, c'est ça. Et où en fait, il explique que notre imaginaire d'humain, il est fabriqué en fait par les présences animales, et que c'est, alors j'ai plus les termes tout à fait exacts, mais c'est les animaux qui nous ont inspiré nos parures, nos danses, et qui en fait peuplent nos rêves, et qu'on a oublié ça en fait, parce qu'on s'est distancié des animaux et on en a fait des êtres sous notre domination, notre maîtrise, on les a domestiqués, voilà. Mais il y a quand même ce moment originaire, alors qui, on peut dire que c'est symbolique, mais en fait je crois que c'est pas si symbolique que ça. En fait, c'est quand on vit avec les animaux, on se rend compte que qu'ils nous habitent, et qui peuplent vraiment notre imaginaire. Lecture d'un paragraphe qui résume certainement la lettre de Paul Shepard. Vous voulez faire? Ouais, si vous voulez. Hop, je l'ai marqué ici. Ok. Nous sommes marginalisés, trivialisés. Nous avons sombré jusqu'à devenir des objets, des marchandises, des biens. Nous restons de la viande et des peaux, mais désormais comme un dû, et non plus un don sacré, comme jadis. Ils ont oublié comment ils pouvaient apprendre de nous le futur, comment suivre notre exemple, comment se guérir avec nos tissus et nos organes. Ils ont oublié que la seule vue de nos formes sauvages peut guérir. Autrefois, nous étions les ponts, incarnation des transformations, les médiateurs avec le futur et l'invisible. Oui, effectivement, c'est dire mieux ce que je viens d'essayer Non, mais c'était très clair. Effectivement, suivre l'exemple des animaux, c'est ce que propose, par l'idée d'améliorer notre connaissance à leur propos, la revue Billboard, numéro 11, l'animal imaginaire, sortira le 6 décembre prochain. Merci beaucoup, Anne Malray, d'avoir été l'invitée de la matinale ce matin. Bonne journée.